Bonjour et bienvenue dans le podcast Parlons paix, parlons bien. Ce projet est initié par le collectif Peacemaker, dont le but est de promouvoir la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Le concept du podcast est de créer un pont entre deux univers en apparence différents afin d'échanger sur le thème de la paix et de ses outils. Alors aujourd'hui, on va essayer de donner une définition de la paix. Pour y arriver, on a la chance d'accueillir deux voix puissantes, l'écrivain Abdenour Bidar et l'artiste Oxmo Puccino. Ensemble, on va explorer la définition de la paix et ses outils au quotidien. Peacemaker. Yeah. Abdenour, je te connaissais un peu avant, mais en préparant l'émission, j'ai pris toute la mesure de la richesse de ton parcours. Et il m'a semblé encore plus évident que tu étais l'invité idéal pour nous aider à esquisser une définition de la paix. Tu es philosophe et essayiste, mais aussi très engagé au niveau institutionnel, puisque tu es notamment haut fonctionnaire auprès de l'Éducation nationale. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, hein. Pour l'instant, tout Donc, va bien. haut fonctionnaire auprès de l'Éducation nationale sur les questions de la laïcité et de l'éthique. Tu es membre du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République. Et et plus récemment, tu as été nommé membre du conseil scientifique de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Pour saisir l'essence de ton engagement, il suffit de parcourir les titres de tes ouvrages, pour n'en citer que quelques-uns. Plaidoyer pour la fraternité, Les tisserands, consacrés à l'importance du triple lien à soi, aux autres et à la nature, ou encore pour une pédagogie de la laïcité à l'école, dont le titre parle de lui-même. On te qualifie de méditant engagé, ayant pour devise de réparer le tissu déchiré du monde. Tu fondes pour ce faire deux associations, Sésame, qui est un centre de culture spirituelle, et Fraternité Générale, qui est un réseau solidaire d'initiatives citoyennes. Nous avons donc l'honneur et le privilège de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous partages ta définition de la paix et tes outils pour la créer ou la maintenir. Merci d'être là et bienvenue à toi, Abdeno. Merci pour votre accueil. Bonjour Oxmo, Ça va? ça va, merci et toi? Tant mieux. Alors, Oxmo Puccino, c'est un immense plaisir de t'accueillir ici. Tu es une figure incontournable du rap francophone, dont la voix résonne bien au-delà des frontières musicales. Tu incarnes une poésie urbaine, un art de la métaphore et une parole qui élève. Depuis presque 30 ans, tu déploies une œuvre riche et intemporelle dans laquelle tu fais dialoguer les mots et les mondes. Avec ta plume subtile et imagée, tu offres une narration sensible, ancrée dans le réel, mais toujours teintée de rêve, où se croisent l'intime et l'universel, le quotidien et l'espoir. Ta discographie est traversée par des albums majeurs, Opéra Puccino, L'arme de paix, Roi sans carrosse ou encore La Voie lactée. Chacun de tes projets est une invitation à penser autrement, à ressentir plus profondément, à imaginer un monde plus juste. Oxmo, tu es bien plus qu'un artiste, tu es un artisan des mots, un conteur des temps modernes, un passeur de sens. Par ton regard lucide et bienveillant, tu fais du rap un territoire d'émancipation, de dialogue et de transmission. Ton engagement se retrouve dans chacun de tes textes, dans tes prises de parole et dans ta manière de défendre la culture comme levier de paix. Aujourd'hui, on est très heureux de t'avoir parmi nous pour entendre ta voix, ton regard sur le monde et surtout tes réflexions sur la paix. Cette paix que tu portes comme une élégance discrète mais déterminée. Bienvenue à toi, Oxmo Puccino. Merci infiniment. Alors, la petite particularité chez Peacemaker est qu'on utilise la méthode du cercle pour structurer nos prises de parole et conserver l'essentiel de nos échanges. Quelques règles préalables sont nécessaires. Formuler la thématique de l'échange, ici la définition de la paix. Commencer par un temps de silence. Être animé de sincérité, d'humilité et de bienveillance. Dans la version classique, il y a plusieurs rôles. Il y a le gardien de la parole, le gardien du temps et le gardien de la mémoire, mais on a fait une version adaptée pour le podcast. Pour celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent, on vous partagera les règles complètes à la fin du podcast pour tester de votre côté si ça vous intéresse. On fera ensuite un tour de table du ressenti de chacun suite à l'échange, avant de clôturer par un second temps de silence. Alors, avant de rentrer dans le cercle et d'échanger sereinement, on va prendre 10 secondes, Abdeno, Oxmo, histoire de nous centrer un peu sur le thème de la discussion. On est parti. Merci beaucoup pour ce moment.
Alors, Oxmo, dans le titre L'arme de paix, qui est issu de l'album éponyme, sorti en mars 2009, tu dis: «Comment apprécier la paix sans guerre? Comme la fin et le début, les 2 font la paire. Je viens déclarer la paix, sans heurts, quelques cartouches d'encre dans le chargeur.» Ici, tu nous donnes dans ce morceau, d'une profondeur lyrique incroyable par ailleurs, Merci. presque une feuille de route en tout cas, une invitation à la réflexion, une sorte de quête intérieure, finalement une forme de définition et entre les lignes des outils aussi. Alors je vous pose la question à vous 2, Mmh. Abdenour, Oxmo, quelle est votre définition de la paix? Commencez par un dénur. Hem, Ce qui m'a mis en paix là, dans ce qu'on a partagé, c'est le temps de silence, mais c'est aussi la musique de tes mots. Donc merci beaucoup pour, tu as parlé de la parole d'Oxmo comme une parole qui élève et ta parole nous a élevés sans doute, mais elle nous a apaisés aussi. Merci. Voilà. Et et peut-être que comme il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre, il y a un temps pour la parole, il y a un temps pour le silence. Il y a un temps pour un silence qui nous met en paix, une parole qui nous laisse en paix également. Et il y a peut-être dans une façon de prendre la parole, une capacité qu'on peut avoir à porter une parole de paix, quand peut-être elle est inspirée suffisamment par le silence. Donc ma première définition de la paix, c'est le silence, et ce qui est trouvé dans le silence, et ce qui est partagé dans le silence. C'est très fort de partager un silence, parce qu'il y a une communion, peut-être dans l'incommunicable. C'est-à-dire quelque chose qui nous rassemble au-delà de mots qui toujours, inévitablement, dès qu'on les prononce, ont tendance à nous séparer. Donc pour moi, la pratique du silence, c'est une pratique de paix. Voilà. Et je crois qu'une parole de paix, une attitude de paix, c'est une attitude qui s'enracine dans ce qui a été pris dans le silence. Voilà. C'est-à-dire au plus profond de nos intériorités, là où il n'y a pas je et tu, où il n'y a pas eux et nous, là où il n'y a plus la guerre. Ça me fait penser à, moi qui suis de culture musulmane, à une parole du Coran euh, qui est dans la sourate 56, sourate El-Waqi'a, sourate de l'événement. Euh, c'est une référence religieuse, mais vous allez voir, il y a quelque chose d'universel, et c'est ça qui est intéressant de mon point de vue. Et dans cette sourate, on parle du séjour du paradis. Et souvent, dans la culture mystique de l'islam, on dit, vous savez, le paradis n'est pas un lieu dans l'au-delà, c'est un état intérieur. Et dans ce lieu ou dans cet état, le Coran dit, là, ils n'entendent plus aucune parole futile, mais ils entendent seulement un mot, paix, paix. La yasma'una fiha lahwan wa la tathima illa qilan salaman salama. C'est tout. Ça va être compliqué d'enchaîner. Merci Abdenour. Avec plaisir. Ouais, c'est une définition qui laisse planer, qui laisse C'est ça. qui laisse c'est suspendu. difficile. J'aurais voulu laisser le silence un peu plus longtemps Pardon. pour absorber cette intention, cette belle intention. Et c'est vrai que on peut pas être plus, je peux pas être plus d'accord avec lui. C'est-à-dire que la valeur du silence est encore plus précieuse aujourd'hui, dans ce moment où l'humanité traverse un chaos, un autre chaos, sauf que nous le vivons. Et le chaos, c'est le bruit. C'est l'inverse total du silence, du calme, de la sérénité. Mm. Et nous sommes dans une situation telle que, pour moi, la quête de la paix devient un jeu. Devient un jeu dans le sens où c'est comme un jeu de piste pour y accéder. Tellement le chemin est ardu, le chemin est complexe, le chemin est peut-être une illusion. Quand je ressens ce chaos qui me donne l'impression que tout le monde recherche la paix d'une façon bruyante, s'additionne et crée encore plus de chaos. C'est un peu le paradoxe de ce monde qui, quelquefois,
pense chercher le bien en passant par le pire. Et je ne crois pas à ce résultat. Hein. Tu vois, c'est assez mathématique. Euh, la paix aujourd'hui, moi je vais parler de paix intérieure. Je pense que c'est un peu à l'image de ceux qui souhaitent sauver le monde entier, mais qui commencent pas par se sauver eux-mêmes ou les gens de leur entourage. Et je pense que la paix, comme il disait tout à l'heure, que le paradis est plus un état qu'un lieu. Je pense que si tout le monde trouvait cet état de fait, euh, le monde irait beaucoup mieux. Le monde irait beaucoup mieux. Et je pense que le problème, c'est cette vision de la paix qui n'est pas partagée. Alors que nous n'avons, je pense qu'une définition centrale de la paix, avec beaucoup de paix autour, dont la paix générale dépend. Mais je pense que c'est une réflexion que tout le monde doit porter aujourd'hui, où tout le monde a la parole. Avec l'importance que ça porte d'avoir la parole, parce que nous n'avons pas eu la parole dans l'histoire de l'humanité tout le temps. Et aujourd'hui, même tout le monde écrit. C'est-à-dire, tout le monde est un peu écrivain. Tout le monde exprime ce qu'il ressent. Je dis pas ses sentiments. Tout le monde exprime ce qu'il ressent avec des mots que tout le monde peut lire. Donc je trouve que c'est une liberté incroyable, formidable. Mais comme tous les outils, il faut savoir en faire bon usage. Voilà. Je voudrais réagir à ce que tu dis. Tu dis la paix est un jeu, la paix est un jeu, la paix est un enjeu. La quête de la paix est devenue un jeu. Et c'est peut-être la définition que je me fais de l'artiste que je peux être, qui essaye de trouver un peu de lumière dans n'importe quelle situation, quitte à quelquefois effleurer le cynisme. Voilà. Oui, ce qui me frappe dans ce que tu dis, ce que je partage, je vais le dire dans d'autres mots, chacun les siens pour dire la même chose. Tout ce qui monte converge, comme disait... le chemin qui compte. Hein. Voilà. Tu parles de la paix intérieure, ça me fait penser à cette fameuse phrase de Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux dans le monde ». C'est-à-dire commence par toi-même vers plus grand que toi. Bon. Et cette paix intérieure a toujours été, pour les êtres humains, dans les différentes civilisations, un enjeu spirituel. C'est-à-dire un rendez-vous avec soi. Hein. Mais aujourd'hui, je crois, plus que jamais, c'est un enjeu spirituel et politique. Et je crois qu'on ne peut pas séparer le spirituel et le politique, et je voudrais dire en quel sens, selon moi. Je crois qu'aujourd'hui, un des malheurs du monde, c'est qu'on ne nous laisse plus, socialement, politiquement, d'espace, de temps pour trouver la paix intérieure. Tout est fait pour nous agiter, tout est fait pour nous inquiéter, tout est fait pour nous faire peur, tout est fait pour nous mettre en tension, tout est fait pour nous faire imaginer qu'il y a dans le monde 1000 et une choses qui nous menacent. C'est-à-dire, et c'est là que l'enjeu spirituel est en même temps un enjeu politique, comment est-ce qu'on va reconquérir, c'est presque un droit, on réclame presque un droit à la paix intérieure, dont on serait lésé en réalité, à cause du degré d'agitation du monde. Voilà. Et ça me fait penser à ces histoires, à ces contes traditionnels dans lesquels un frère va chercher la paix dans une grotte au fin fond d'un désert, et il revient 30 ans plus tard, et dès qu'il arrive dans une rue grouillante de bruit, d'agitation, il perd aussitôt sa paix intérieure, parce qu'il est happé par les séductions du monde dont il n'a pas l'habitude. Et pendant ce temps-là, pendant toutes ces années, son frère, lui, est resté dans son échoppe, dans sa boutique, et il a cultivé sa paix intérieure au milieu des bruits du monde. Mais je crois que là, il y a une situation un peu archétype, mais qui a une actualité particulière aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des sociétés, on est dans des systèmes de sociétés qui ne nous laissent pas d'espace pour cultiver ce silence, cette paix, etc. Et de ce point de vue-là, la vie spirituelle est devenue un combat, pas un combat contre, mais un combat pour, justement, pour réouvrir ensemble, et si possible de manière ouverte, tolérante, pas les uns d'un côté, les autres de l'autre, mais des espaces dans lesquels on peut réapprendre à se mettre en paix d'abord à l'intérieur, pour ensuite ne pas aller avec sa guerre intérieure vers la guerre extérieure. Parce que là, comme tu l'as dit, on va ajouter que du chaos au chaos, on va être uniquement dans la réaction à quelque chose qui déjà nous met trop en tension, pour qu'ensuite on soit nous-mêmes ce qu'on peut appeler un facteur de paix. Ça me fait penser, je rebondis sur ce qu'il a dit au sujet de l'agitation et de tous les passions tristes qui animent
le monde en grande partie aujourd'hui. Et c'est une question, parce que quand tu évoquais le rapport entre la politique et la spiritualité, je suis tout à fait d'accord, parce que le capitalisme est arrivé à un tel point aujourd'hui que la peur est devenue une donnée commerciale, Bien sûr. et donc politique. Et je commence à me poser la question de comment on peut dévier cette trajectoire qui est de plus en plus écrite. Et sachant que nous ne sommes pas arrivés au bout du capitalisme et que fondamentalement, beaucoup de choses y seront liées, parce que tu parlais de la liberté, du manque de temps qu'on a, c'est des choses qui sont aussi des données commerciales, enfin des valeurs, une valeur commerciale, Bien sûr. notre attention, le temps qu'on donne, là où on pose notre affection, les moyens de communication qu'on utilise. Vraiment, c'est d'autres solutions à trouver encore. Hein. Et quand tu parles du capitalisme, moi, ce que j'ai entendu souvent, et ensuite je l'ai repris à mon compte, j'ai réfléchi à mon tour là-dessus, c'est que ce capitalisme, il est aussi intérieur. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas seulement un modèle qui est à l'extérieur de nous, d'une société qui est toujours plus capitaliste, c'est-à-dire toujours plus vorace. Elle nous a rendus voraces. Oui, tout à Et fait. en nous rendant voraces, c'est-à-dire toujours avides de nouvelles sensations, Mhm. de nouvelles expériences, de nouvelles consommations, en réalité. Hein, elle a fait de nous des animaux consuméristes. Là aussi, elle nous a barré l'accès de la paix intérieure. Parce que la paix intérieure, c'est aussi une relation, non pas de renoncement au désir, mais de satisfaction pleine de l'instant présent. C'est la capacité à se sentir en plénitude, même si on n'a pas grand-chose. À s'asseoir quelque part, on s'assoit quelque part, je dirais au milieu de sa vie, ou n'importe où dans sa vie, on n'est pas même au milieu. Et tout d'un coup, tout est bien. Comme on dit, nous, dans l'islam, alhamdoulilah. C'est-à-dire, on a envie, on n'est pas obligé de dire louange à Dieu, on peut dire, on ressent un sentiment de gratitude à l'univers. Mais ça veut dire que d'une certaine façon, à ce moment-là, notre ego n'est plus capitaliste. Il est plus capitaliste, c'est-à-dire il est sorti, en s'ancrant dans l'instant, de cette voracité qui, elle, au contraire, le précipite toujours vers l'avenir, toujours vers ce dont il va pouvoir jouir. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette sérénité, c'est-à-dire, en fait, cette liberté? C'est une conquête de liberté, pas de liberté politique, en tout cas, pas seulement politique, mais de libération intérieure, véritablement, par rapport à un phénomène qui nous entraîne, lui, toujours en avant, et qui est un de ces facteurs d'agitation perpétuelle qu'on est en train d'évoquer. Je suis très content de vous entendre sur ce propos, parce que ça a été toute l'intention de la création de ce podcast, c'est-à-dire la définition de la paix, comme tu disais, Ox. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de définition théorique qui a l'air de l'extérieur une utopie. Dès qu'on parle de paix, je le vois pour en être victime, mais il y a un truc de ouais, la paix, c'est un truc de bisounours, ça n'existe pas, c'est pas possible, t'es pas dans la réalité. Il y a ce truc-là. Pourtant, quand je vous entends, ça confirme mon sentiment qu'on y est tous confrontés et qu'on y aspire tous finalement. Mais ne serait-ce que le fait d'en parler et de poser des mots dessus, ça crée des liens qu'on n'aborde même pas si on ne pose pas la question. Donc, c'est ce que m'évoque l'échange. Mais pour aller un petit peu plus profondément dans le thème, et c'est pour ça qu'on a parlé des outils de la paix, justement pour pas rester dans la théorie et dans cette espèce de truc utopique là dont on parle, quelles sont les techniques, les outils concrets? On parlait du silence, tu as parlé de spiritualité, mais ce que j'aimerais justement, c'est que les gens qui nous regardent puissent ressortir de l'émission avec des outils concrets, de dire « Ah ben ça, j'y avais pas pensé, je pensais pas que c'était possible, moi j'aimerais essayer ». Donc je vous demande à titre individuel, est-ce que vous avez des actions concrètes qui vous mettent en paix? Tu sais, moi, quand je parle de la paix, alors je suis philosophe, hein, mais là, du coup, je me fais traiter de philosophe. Ça devient une insulte ou un reproche. C'est exactement sur le mode que tu évoques. C'est-à-dire, mais faut vraiment être philosophe, c'est-à-dire, en réalité, planer complètement, tu vois, pour oser encore aujourd'hui parler de paix. Ouais. Et moi, je renverse l'argument. Je dis, mais c'est justement parce qu'elle est devenue introuvable qu'il est urgent de la trouver. C'est tout simple.
Maintenant, sur les outils, il y a pour moi, deux outils, de manière non exclusive. Je Bien sûr. pense comme ça à deux outils. Le premier, c'est ce qu'on vient d'évoquer quand même, c'est-à-dire trouver des temps, installer, comme on vient de le faire là au début, tu vois, des temps quotidiens dans lesquels on se recentre. Mm. La pratique spirituelle, c'est une pratique, c'est pas quelque chose qui se passe dans la tête. Il s'agit tu sais, comme cette image traditionnelle qui dit on est à l'intérieur de soi une eau qui est très agitée, pleine de boue, il faut laisser retomber au fond. Mm. Voilà, c'est la vocation des temps spirituels, quelle que soit leur forme. Les uns vont faire de la méditation, les autres vont prier en se tournant vers la Mecque ou vers une autre direction, peu importe. En réalité, la première vocation, c'est de se recentrer. Voilà. Et la deuxième pratique à laquelle je pense, mais cette fois-ci c'est une pratique collective, c'est la raison pour laquelle, avec Inès Weber, on a créé le Sésame, ce que tu as évoqué tout à l'heure, Bien le sûr. Centre de culture spirituelle. On l'a créé au moment des attentats, à partir de 2000, on l'a créé en 2015. On voyait une société française qui était dans un état de tension absolument paroxystique, on va dire, et évidemment, se cristallisant autour de l'islam, des tensions absolument énormes, au point même qu'on a pu penser ou avoir peur à ce moment-là que la société véritablement se bascule, et régulièrement certains brandissent ce spectre de la guerre civile dans une société qui est trop déchirée par ses différences. Faut pas dramatiser non plus, etc., mais quand même. Donc on s'est dit, on va créer un lieu qui est un lieu de fraternité. Mm. Et pas de fraternité d'une identité, mais de fraternité entre tous ceux qui ont une vie spirituelle, quelle que soit la façon dont elle se passe. Tu es bouddhiste, tu es le bienvenu. Tu es musulman, tu es le bienvenu. Tu es juif, tu es le bienvenu. Tu es chrétien, tu es le bienvenu. Tu fais de la méditation de pleine conscience, tu es dans une voie zen, etc. Tu es le bienvenu. Tu cherches un sens profond à ta vie, mais tu es athée, tu ne crois pas en un Dieu. Tu cherches. Tu veux chercher avec d'autres, tu as un cœur ouvert et qui veut s'ouvrir encore plus, eh ben viens, tu es le bienvenu. Et je crois que c'est important. Et là aussi, c'est un enjeu spirituel et politique. Parce que dès qu'on commence à créer des groupes dans la société, il y a un enjeu politique. Et donc l'idée, c'était de créer un espace spirituellement ouvert. Moi, par exemple, une fois quelqu'un me dit, un journaliste me dit, vous êtes musulman, qu'est-ce que vous pensez des carrés musulmans? Vous voulez vous faire enterrer avec des musulmans? Je dis, mais surtout pas. Moi, j'ai pas du tout envie de me faire enterrer dans un carré musulman. Je veux vivre avec tout le monde, je veux mourir avec tout le monde et passer l'éternité avec tout le monde si possible. Bon, bah, c'est pareil déjà de notre vivant, enfin, me semble-t-il. Mm. Et donc, moi, je ne veux pas être un musulman avec les musulmans. Ça m'intéresse pas. Voilà. Je veux pas être une communauté fermée dans la communauté. De temps en temps, je suis content d'être avec mes frères ou mes sœurs musulmanes, mais je veux aussi des espaces dans lesquels on peut cultiver cette fraternité, parce que là, il y a un instrument de paix qui est extrêmement concret. Parce que quand on apprend à voir dans ces lieux que sur le plan le plus profond, c'est-à-dire sur le plan du questionnement spirituel, pas des réponses, du questionnement, de la recherche intérieure, de l'orientation juste dans la vie, en réalité, on est tous rassemblés par ça. Quelle que soit la façon ensuite dont chacun répond. Voilà. Eh bien, il y a là quelque chose qui est une école de la paix. Merci Abdeno. Plaisir. Tu voulais dire quelque chose Euh, sur les outils? Sur les outils, c'est par rapport à ceux qui pourraient douter de la définition du concret de la paix. Il y a déjà les données économiques. C'est-à-dire que un pays, une nation qui est en paix a des données qui font plaisir. Voilà, un bon PIB, des chiffres de croissance qui plaisent, un certain équilibre dans la société qui maintient... voilà. Il y a le respect du contrat social dans la société. Surtout, j'en reviens à cette paix intime qui commence par le dialogue. Voilà, c'est-à-dire juste échanger les bons mots pour se faire comprendre et avoir des réponses qui puissent engager un débat qui fasse avancer, qui fasse avancer tout le monde. Et aussi simple que ça puisse paraître, c'est quelque chose qui est peu usité, quoi. Je veux dire, juste savoir dialoguer, savoir parler avec son prochain, surtout quand on ne le porte pas dans son cœur. Voilà, c'est-à-dire que déjà parler à ceux qu'on aime de la bonne façon, c'est assez difficile. Mais alors, parler à ceux qu'on apprécie les moins, c'est encore plus important. Donc, moi, je dirais que le premier outil,
Le premier outil, c'est juste notre parole, et c'est qu'on échange, tout simplement. Eh pardon, Abdenour, tu Ouais, veux tu dire disais, Oxmo, moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Le premier, c'est le dialogue. Je crois qu'il fallait absolument que l'un de nous deux emploie ce terme. C'est vraiment fondamental, tu vois. Pour s'accorder, ou au moins, c'est les philosophes d'un courant qu'on appelle l'éthique de la discussion, comme Habermas, qui disent cela. C'est très simple. Ils disent il faut construire nos désaccords. C'est important, construire nos désaccords, c'est-à-dire on ne va pas s'accorder sur tout. On ne sera jamais totalement d'accord. Mais comment rendre le désaccord vivable, soutenable, si je dis ça dans le langage de l'écologie politique, tu vois, soutenable, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse débattre sans se battre. Voilà, c'est-à-dire en respectant ces conditions éthiques de l'acceptation et de la reconnaissance de l'altérité, du droit de l'autre à ne pas penser comme moi, aussi en renonçant à la tentation égotique, la pulsion égotique de vouloir toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot, toujours l'emporter dans une discussion. Il y a une espèce de volonté de puissance là, de l'ego qui peut être travaillée par l'école du dialogue comme école de la paix. Et la deuxième chose que tu disais qui me paraît vraiment capitale, tu l'as évoqué en passant, c'est le contrat social. On est les enfants de la République, ici en France, et notre contrat social, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais ce contrat social, il est très mal en point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de nos concitoyens, la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est devenu simplement une promesse théorique, hein, qui provoque de l'indifférence, voire qui provoque du ressentiment, de la frustration. Donc, en fait, un facteur de paix, là, c'est un facteur directement politique, c'est comment est-ce qu'on prend soin à nouveau tous ensemble de la liberté réelle, de l'égalité réelle, de la fraternité réelle, au lieu d'en faire simplement des affichages, qui sont des affichages, comme tu disais tout à l'heure, théoriques, d'un idéal qui est écrit sur le fronton des mairies, d'un idéal qui est écrit sur le fronton des... j'allais dire des mosquées. Pas encore. Sur le fronton. Non, c'est une boutade. Ça fait partie de mes boutades un peu. Je comprends. Mais dans le fronton des écoles, tu vois. Mais il y a là quelque chose qui est vraiment très malade, très très malade. Voilà. Et donc là, il y a une responsabilité collective, en fait. Comment est-ce que dans nos métiers, dans nos engagements, dans nos arts respectifs, hein, eh bien, on peut redorer le blason de ces valeurs républicaines qui aujourd'hui nous apparaissent comme véritablement impuissantes face à la violence du réel. Tu vois, et faire autre chose que de les répéter de façon, je dirais, comme une espèce de mantra politique, mais qui n'agit plus sur la réalité. Ok. Je vais vous dire ce que ça m'évoque, ce que j'entends. Pour moi, il y a quelque chose, notamment quand tu parlais de la paix intérieure qui influe sur le monde. J'ai l'impression que les combats qu'on ne livre pas à l'intérieur, on va être obligé de les livrer à l'extérieur. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un sentiment d'injustice et que je me tais, ce chaos que je vais ressentir va se manifester dehors. Si je ressens une injustice et que je parle, cette parole-là peut empêcher un espèce de chaos extérieur. Donc, ma question, parce que tu en as aussi parlé à Abdenour, tu as parlé d'école de la paix, tu as parlé d'éducation, on a parlé de liberté, égalité, fraternité sur le devant des écoles. Donc, du coup, la question que je me pose, et je pense qu'on se pose aussi collectivement, mais c'est comment enseigner ça? Comment enseigner à un enfant? Parce qu'en fait, les adultes fous auxquels on a affaire, ça a été un jour des enfants. Comment enseigner au plus jeune âge, finalement, à l'être humain, à ne pas prendre ce penchant-là? Tu parlais de l'ego et, voilà, et du chaos intérieur. Comment est-ce qu'on en fait une discipline? Comment est-ce qu'on en fait une matière? Parce qu'effectivement, la spiritualité, c'était l'éducation et l'école. Le monde fait que ça devient autrement. Comment est-ce qu'on intègre ça dans l'intérieur de nos enfants? Je vais vous poser la question. Deux choses.
La première, tu parles d'éducation. Mmh. N'oublions pas que la première responsabilité éducative est celle des parents et des familles, hein, pas seulement celle de l'école. Où on est aujourd'hui dans les familles, en général, la culture de la paix, la culture de la fraternité, la culture de la tolérance, la culture du dialogue. Est-ce que c'est enseigné véritablement? Les pédagogues disent il faut envoyer des messages clairs. Est-ce que c'est envoyé aux enfants comme message clair? C'est-à-dire, est-ce que dans la famille, au quotidien de la relation dans la famille, on se donne l'opportunité de parler de tout ça? Moi, j'ai des enfants, j'ai 5 enfants, j'en ai des grands, j'en ai des petits, bon. Et je sais donc en tant que père qu'il y a tous les jours dans la vie de la famille une opportunité de thématiser la paix, c'est-à-dire d'inviter chacun à faire un pas de côté et à se regarder agir. Regarde comment tu viens de t'adresser à ta sœur. Regarde comment tu viens de lui prendre quelque chose des mains. Regarde comment tu lui as parlé sans le regarder ou sans la regarder. Euh, c'est tous les jours que l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire à prendre conscience de ce que j'appellerais les violences discrètes. Mmh. Les violences discrètes, c'est-à-dire les violences non intentionnelles. L'autre, on l'a un peu blessé, on l'a un peu humilié, on l'a un peu zappé, etc. Donc là, il y a, je pense, de la part des parents, une vigilance à transmettre par rapport à des petites conduites au jour le jour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je repense à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à savoir que on ne peut aller vers les autres et travailler à la paix dans le monde euh, que si on commence par travailler à l'intérieur. En réalité, je dirais les choses un peu différemment, c'est-à-dire que je crois que les deux demandent à être travaillés ensemble. Parce que c'est aussi en mettant les individus dans des bonnes conditions, dans des bons écosystèmes sociaux, qu'on peut travailler plus sereinement à l'intérieur. Si j'essaye de travailler à l'intérieur, malgré toute ma détermination, ma volonté, ma persévérance, etc., et je suis dans un milieu qui est chaotique, certains individus qui ont une volonté exceptionnelle arrivent malgré tout à s'extraire de l'environnement, mais pour la plupart d'entre nous, c'est trop difficile. Il faut le concours, c'est-à-dire la coopération d'un effort intérieur et d'un effort extérieur, d'un effort intérieur et d'une aide extérieure. Et en ce sens-là, pour moi, l'école, effectivement, est un lieu écosystème où doit apprendre à se considérer comme un lieu écosystème, c'est-à-dire comme une école de paix. Comment est-ce que on enseigne aux enfants, non pas simplement, et on leur fait prendre conscience qu'ils ne sont pas là simplement pour apprendre à faire des maths et apprendre à faire du français et à avoir des connaissances en histoire, mais qu'ils sont là pour travailler leur humanité. J'ai écrit un livre avec un des grands spécialistes français de l'école qui s'appelle Philippe Mérieux. Le titre du livre, c'était Grandir en humanité. Voilà. Donc l'école doit reconscientiser cette vocation qui est la sienne, d'être un écosystème de mise en culture de notre humanité. Notre humanité, c'est pas seulement l'appartenance à l'espèce humaine, c'est se conduire de façon humaine les uns envers les autres, se conduire de façon plus humaine les uns envers les autres. Voilà. Donc je crois qu'il y a une condition intérieure, mais pour la condition intérieure, il y a une condition aussi extérieure. Merci Abdel. Oxmo. Bah, moi, je rajouterais que dans cette société où tout va de plus en plus vite, comme si la vitesse n'était pas déjà extrême, euh, la notion d'éducation doit rappeler qu'il faut savoir se donner le temps et que ça peut prendre quelques générations. Voilà. Donc il y a une espèce de dichotomie à laquelle il va falloir s'adapter. C'est qu'il y a des choses qui prendront toujours du temps, surtout dans la transmission. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on transmet aux enfants, il faut l'espérer que ça le soit par des parents qui aient un minimum d'équilibre avec tout ce qu'on transmet aux enfants, parce que c'est ce qu'ils vont donner aussi. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter, c'est la notion du temps. Ne pas en vouloir au temps qu'il va falloir pour les résultats. Oui, et d'autant plus, tu as raison, d'autant plus que on le sait quand on est, que ce soit professeur, éducateur, pédagogue ou parent, c'est un perpétuel recommencement. Il faut toujours recommencer, et il faut toujours recommencer génération après génération. Donc il y a vraiment ce facteur de temps qui est important. Puis le deuxième facteur qui est important, et auquel tu fais référence, c'est qu'on n'enseigne que ce qu'on est.
comment est-ce qu'on peut transmettre aux enfants une culture de la paix si soi-même on est un agité du bocal et si soi-même on a trop en soi de traumatisme, de souffrance, de frustration, de ressentiment, de mal-être, etc. Que soi-même on est une espèce de pile électrique, Exactement. on arrive, on peut provoquer que l'agitation chez les enfants. Mhm. Ou alors on va leur envoyer une injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'on va leur demander de se taire et de se calmer, mais en gueulant. Moi, je vais rajouter à la réflexion alors quelque chose que j'ai entendu dans un documentaire de la part de Juan Manuel Santos, qui est prix Nobel de la paix 2016. Tu connais peut-être Abdeno. Il a dit en fait, il y a 2 règles absolues pour la paix. La première, c'est toujours se mettre à la place de l'autre. L'empathie. Ça paraît simple en vrai. Et la deuxième, c'est s'armer de patience et d'humilité. Donc, ça paraît très basique en fait, mais c'est très peu utilisé, j'ai l'impression. Bah, tu sais, souvent, ça, c'est une expérience de vie qu'on fait tous. Ce qui est le plus simple en apparence, c'est toujours le plus difficile. C'est ça. Tu vois, par exemple, si tu me poses la question, est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es patient? Et la troisième condition, c'était quoi? Se mettre à la place de Et est-ce l'autre. que tu sais te mettre à la place d'autrui? Ben, je vais te dire, mais oui, bien entendu, bien sûr. Mais il suffit que je sois dans une situation Dans les où mes embouteillages. intérêts sont en jeu. Pas mes intérêts matériels, mais mon intérêt égotique, mon intérêt narcissique. Tu vois, je veux pas perdre la face, je veux imposer mon point de vue, etc., etc. Bah, ma patience, elle va s'envoler très très vite. Mon humanité et mon humilité aussi. Et ma capacité, elle devient introuvable. Voilà. Donc on a là des opportunités de travailler, mais je pense qu'en même temps, ça demande à être une décision personnelle. À quoi je veux consacrer ma vie? Est-ce que je veux aussi consacrer ma vie à ces buts éthiques, en fait, à ce perfectionnement de mon comportement? Mais je pense que ça doit être aussi une décision collective. On a besoin les uns des autres pour ça. On réussit jamais des grandes choses tout seul. C'est impossible. Tu vois? C'est-à-dire que si tu es dans une famille, si tu es dans une école, si tu es dans un milieu professionnel, si tu es dans un milieu associatif, dans n'importe quel groupe social, où il n'y a pas une conscientisation collective de cela comme but et une décision collective de poursuivre ça comme but, tu vas être le seul de ton espèce à essayer de pacifier les choses. Et en réalité, ce qui va se produire, c'est que soit tu vas être toi-même petit à petit entraîné dans l'agitation générale, soit tu vas devenir le souffre-douleur préféré du groupe. Tu vois? Parce que tu auras été le seul à essayer de t'installer dans la non-violence. La non-violence. Voilà. Alors que si un groupe humain a suffisamment de maturité pour se réunir régulièrement autour de table et dire, bon, comment on fait les uns avec les autres? Est-ce que ça va, la relation qu'on a entre nous? On arrête 2 minutes de se dire, on doit aller à tel endroit, on doit faire telle chose. On va réfléchir à nous, d'abord. Voilà, aux forces éthiques qu'on s'est données pour continuer à être solidaires. Tu vois? Et ça aussi, c'est une réponse à la question que tu posais tout à l'heure, c'est-à-dire des moyens concrets. Mais souvent, non, on laisse la relation affective, la relation professionnelle, toutes les relations, même amicales, on les laisse un peu à ce que les philosophes appelaient l'état de nature. C'est un état sauvage un peu. Tu vois, on fait de notre mieux, mais voilà, bon, parce qu'on est humain et parce qu'il y a le facteur humain, etc. Comme si c'était une fatalité. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est une maturité. C'est-à-dire la maturité, une prise de décision collective. Et on ne va pas devenir des anges. Blaise Pascal disait, celui qui fait l'ange fait la bête. On ne va pas devenir des anges, mais on va essayer ensemble. J'ai l'impression qu'on a un petit peu fait l'entonnoir, c'est-à-dire on est parti de la théorie, on a fait un peu de social ou de sociétal. Donc du coup, je vous repose la question peut-être plus précisément sur individuellement. Est-ce que vous avez des pratiques pour cultiver votre paix intérieure? Si vous avez envie de les partager ou en tout cas de donner peut-être des pistes de réflexion à ceux qui nous regardent. Surtout à travers vos carrières Magnifique. professionnelles respectives, entre l'écriture et l'écriture également, malgré tout. Donc, comment vous faites aussi pour véhiculer cet état-là et comment vous le faites pour nourrir et cultiver cet état? Bah, je reviens à la réflexion sur la paix, c'est-à-dire la paix et la guerre. C'est dans l'extrait que tu as choisi, je crois que fait le rapport entre la valeur qu'on peut donner à la paix sans avoir connu la guerre. Et là, selon les statistiques, selon mes rencontres, c'est assez compliqué de donner une valeur à quelque chose
quand tu n'as pas connu son contraire, son opposé. Voilà. C'est ce qui demande du temps. Ça m'a demandé du temps aussi, parce que je n'ai pas toujours eu cette façon de voir les choses. Et justement, euh, une manière de cultiver la paix, c'est de faire ce pas de côté sur l'objet de la réflexion, afin d'avoir un autre point de vue qui va peut-être le rendre meilleur, sans rien changer à la situation. Et ce qui fait que, quelle que soit la situation et son degré d'embarras, d'inconfort, enfin, il y a toujours un pas à faire qui rendra la situation meilleure. Déjà, ça, c'est un de mes procédés. Et l'autre procédé, c'est quelque chose que j'ai jamais regretté, c'est de relativiser les choses. Voilà. De relativiser les choses, de ne pas toujours chercher d'explications, de les attendre, d'accepter que la vie n'est pas toujours comme on pense l'avoir écrite, que c'est un voyage et qu'il faut qu'il se passe de la plus belle des manières possibles. Et je pense que cette manière d'aborder le quotidien améliore beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce que ça m'a apporté, personnellement. Et l'importance d'avoir un entourage qui peut aller vers ces démarches et faire le lien entre le travail intérieur et le travail à l'extérieur, parce que c'est essentiel. C'est vrai qu'on est rien tout seul, et même si on a beau être une source de lumière, si on est entouré de noirceur, on va très peu rayonner. Tout à fait. Donc je pense que la paix, c'est ça. Merci. Entre autres. Bah moi, je signe des deux mains. C'est-à-dire, tu as dit des choses qui sont très, très justes, très importantes. La capacité à relativiser. Je me rends compte d'une chose, parce que je commence à vieillir un petit peu, c'est que finalement, la sagesse qui vient avec l'âge, c'est peut-être juste de la fatigue. C'est-à-dire que on a justement, en prenant en âge, enfin c'est peut-être pas mécanique non plus, mais une capacité à relativiser quand même, qui est plus importante parce qu'on en a vu d'autres quand même. Hein, donc, comme tu dis, quand on est dans ces situations, ou ces situations pénibles, difficiles, d'inconfort, on relativise un peu plus facilement, mais je dirais sur cette base-là naturelle, qui est l'âge, en fait, il y a peut-être, comme tu l'indiques, un travail supplémentaire à faire, en effet. Voilà. Eh bien, pour ce qui est des pratiques, tu parlais de l'écriture. Bon, moi, j'écris depuis toujours. J'ai commencé à publier des livres il y a plus de 20 ans, donc j'ai cette pratique de l'écriture, qui est, pour moi, une pratique spirituelle, déjà en elle-même, au sens où je vais donner une image, parce que j'aime beaucoup parler avec des images. Quand j'écris, je me retire du monde. Je vais marcher quelque part pour m'installer au bord d'une petite source et regarder comment elle fait pour sortir de la terre. Voilà. Et ça, c'est vraiment une pratique c'est vraiment une pratique de mise en paix. Voilà. C'est cette pratique de retrait comme ça, dans l'ascèse de l'écriture. Parce que écrire des livres, c'est long. C'est des centaines et des centaines d'heures en réalité de rendez-vous intimes avec soi, à partir de ce mystère intérieur, de quelque chose qui surgit. Voilà, j'ai l'impression que mon cerveau, ma raison, mon mental sont comme un mendiant qui tend la main pour qu'on lui jette quelques pièces d'or qui viennent de je sais pas où, de je sais pas quelle main en réalité créatrice, parce que c'est elle qui est créatrice, c'est elle qui fait sortir les pièces de son gousset. Voilà. Et puis la pratique qui est la mienne, je te l'ai dit, je suis de culture musulmane. Ça va être une pratique de temps en temps de la prière, mais je prie peu. Je prie peu. Je fais pas du tout les 5 prières rituelles par jour. Par contre, j'ai une pratique du chapelet, voilà, qui m'accompagne depuis vraiment longtemps. Voilà, donc c'est un temps de silence, comme on le disait au départ, le matin, le soir. Voilà. Et là aussi, c'est un temps vraiment de retrait, de rendez-vous profond avec, je dis avec soi, mais, on peut dire avec ce qu'on trouve dans le silence, c'est-à-dire quelque chose qui est incommunicable. Et véritablement, pour moi, c'est nourricier.
Et c'est ce qui me permet de savoir ensuite, dans l'agitation du monde, jusqu'où je peux tendre l'élastique sans Mhm. qu'il casse. C'est-à-dire que si cet état intérieur qui est entretenu par la pratique profonde, la pratique spirituelle profonde, me permet d'aller dans certains endroits, même des endroits tout noirs, comme tu disais, tu vois, ça me donne dans l'oreille la note. Je sais que je ne suis pas là, malgré tout, par hasard, et que je ne suis pas trop loin de ma maison. Voilà, donc ça me permet de m'aventurer. Oxmo, est-ce que tu as un rituel aussi, Euh, comme l'écriture, la musique, par hasard? Moi, ce qui est très important pour moi, c'est de couper avec la ville. Hmm. Hein, c'est-à-dire qu'en ville, on engrange, on digère pas, on accumule, on se charge, on se surcharge. Et je reconnais toujours ce moment où ça peut péricliter. Et donc, direct, il faut que je sois entouré d'arbres, que je sois près de l'eau. Même un après-midi, et je reviens rechargé et je vais mieux. Et je pense que un des gros déséquilibres que peuvent vivre les citadins, c'est cette rupture avec les éléments qui nous constituent, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est quelque chose que j'invite tous les gens qui vivent à ville à faire, parce que ça, c'est anodin, comme juste trouver les bons mots pour échanger, mais c'est extrêmement bénéfique. Mhm. Mm. De retrouver le silence au milieu d'éléments de la nature, c'est de bonnes retrouvailles. Angela, tu avais des autres questions à poser? Il y en a une qui m'intéresse fortement. Euh, Votre source d'inspiration à tous les deux. Parce que vous êtes aussi traversés par la muse inspiration lorsque vous écrivez ou lorsque vous composez. Donc, est-ce qu'il y a une source d'inspiration qui vous revient spontanément comme ça en lien avec la paix? Et, ou alors, juste qui vous vient lorsque vous êtes en train de composer ou d'écrire, lorsque vous êtes dans votre élément naturel? Ben, moi, c'est exactement comme il a dit tout à l'heure, c'est Ouais. que c'est comme un cerveau qui m'en dit. Je suis persuadé que la majeure partie des artistes sont des antennes. Mm. Et donc, moi, ce que je me contente de faire, c'est juste avoir le désir d'évoquer ou de creuser un thème et d'attendre les quelques mots qui vont me permettre d'arriver au bout du chemin. Et c'est tellement systématique que je me fais un plaisir d'avoir quelque chose à écrire ou d'attendre plutôt que de chercher. Et je dirais que c'est pour ça que cet état de paix est nécessaire à la réception de ce qu'on va partager au mieux. Mm. Parce que, certes, la technique permet d'impressionner ou d'arriver à certaines performances, mais la profondeur n'arrive pas de manière technique, et jamais. Mhm. Mm. Donc, moi, j'essaie juste de rester réceptif Mm. et, et de me laisser porter, parce que c'est ce qui est magique, c'est que euh, on démarre par une idée qui est souvent à côté de l'objectif qui est beaucoup plus éloigné qu'on va atteindre par sérendipité, par accident artistique. J'adore ça. Et on voit la magie s'opérer. Un mot, deux mots, t'as une phrase. Oh, t'as dit quelque chose de drôle. T'as un couplet. Tu trouves un synonyme. Tu apportes une autre réflexion. Puis tout d'un coup, t'as un sujet qui parle à tout le monde, duquel on peut discuter, on peut échanger, qui peut même faire du bien, juste à partir d'une idée et de quelques mots qui ont pris de la place sur une feuille. Et c'est tellement magique que je peux pas me lasser de ça. Je peux pas me lasser de ça. C'est la même chose que de se redécouvrir à travers quelques pages ou un passage. C'est accessible et extraordinaire. Donc je peux pas me priver de ça. Mm. Bon, on est de la même famille, hein. De cœur. On fait la même chose, au fait. Mhm. Tous les mots que tu as dit, je m'y reconnais complètement. Euh, euh, Quelques petites choses. Tu as dit recevoir. Moi, souvent, je dis yin dedans, yang dehors. C'est-à-dire, plus intérieurement, je vais tendre mes mains
vers une source. On peut la nommer comme on veut. Mais tu as raison, là, c'est pas du technique. Moi, je dirais c'est même pas du magique, c'est du mystique. Oui. Tu vois, Oui, c'est-à-dire oui. on est en liaison, on Mhm. est en lien avec quelque chose, à condition que on fasse taire le mental et taire l'ego. Voilà, il y a Exactement. quelque chose. Et on tend les mains comme ça. Pour ça qu'on a pris l'image l'un et l'autre du mendiant. Tu vois, Mhm. c'est vrai, on est des mendiants, on est en Ah oui, loc. oui, bien Plus sûr. tu es en haillon, plus tu es créateur. Ben, vraiment, franchement. Au contraire, plus tu arrives avec ton orgueil, avec ton savoir, avec ta technique, etc., tu vois, plus tu te coupes de la source. Moi, je dis souvent une phrase à cet égard, et qui est liée à ce que tu as dit du désir. Mais le désir dans le sens le plus misérable, c'est-à-dire je me sens désir, c'est-à-dire je ne peux pas me donner à moi-même ce que je cherche. Mon désir, c'est un manque. Mon désir, c'est un appel. Voilà. Et je dis souvent à soif inaltérable, source inépuisable. Tu vois, c'est-à-dire ce qui déclenche l'inspiration et ce qui fait jaillir la source, c'est d'être éperdu de désir et éperdu de besoin. Voilà. Et pour moi, c'est une expérience mystique qui est d'ailleurs chantée comme telle par les mystiques de différentes traditions, pas seulement religieuses, bien entendu, quelque chose de vraiment universel. Voilà. Et peut-être il y a là une racine de l'humilité dont tu parlais tout à l'heure. Tu vois, cette humilité par laquelle on dit ô toi la vie, ô toi mon Dieu, on l'appelle comme on veut. Si j'étais bouddhiste, je m'adresserais à la vacuité, qui est encore une forme de vide. Remplis-moi et fais passer quelque chose à travers moi. Fais en sorte que je m'efface suffisamment pour laisser passer quelque chose à travers moi. S'il te plaît, ne me fais pas interférer avec mes petites pensées, mes petits désirs, etc., etc. Laisse passer, rends-moi, c'est le grand poète Rumi, grand poète mystique de l'islam et je dirais de la littérature universelle, qui disait, en réalité, on est comme une flûte de roseau. Voilà. Et à travers cette flûte de roseau, la seule chose qui nous est demandée, c'est de laisser passer le souffle divin. Je vais me permettre de citer un petit poète soufi qui dit exactement ce que tu dis. C'est le cheikh Ada Bentounes qui dit Dieu m'a donné à boire que quand je mourais de soif, et il m'a donné la connaissance que quand j'ai reconnu que je ne savais plus rien. Amine, amine, amine. S'il fallait peut-être personnifier cette source d'inspiration, est-ce qu'il y a une œuvre, une personne, une œuvre qu'elle soit artistique, un livre, une chanson, peu importe, un poème, qui a su vous guider encore jusqu'à aujourd'hui, qui demeure votre source d'inspiration quasi quotidienne, ou qui a su en tout cas vous transcender et que vous gardez bien au chaud dans le cœur? Mais moi, c'est très simple, je le lis souvent. C'est cette chanson de Louis Armstrong, je crois, Wonderful Life. Voilà. C'est les paroles les plus simples du monde, mais c'est l'instant présent à son apogée, à son firmament. Il y a des fleurs, il fait beau, je marche dans la rue, la vie est merveilleuse. J'adore. Voilà. Abdenour. J'ai envie de me taire. Oui, bon, là, tu nous demandes des choses qui sont très personnelles. Et tu as raison, je crois. C'est-à-dire que si on veut fraterniser, il faut qu'on soit capable de passer au-delà du plafond de verre de ce qu'on échange habituellement en société. Et donc, c'est important ce que tu nous demandes. J'ai quelques sources d'inspiration très intimes. Il y en a une que je veux bien vous livrer. Et j'ai un grand frère. Ce grand frère, c'était un sage indien, un sage de l'Inde, un hindou, shivaïste, qui s'appelait Ramana Maharshi, qui est un sage qui a vécu dans l'état du Tamil Nadu, auprès d'une montagne sacrée, qui était la montagne Arunachala, au milieu du XXe siècle. Et donc, je ne l'ai pas du tout connu. Il est mort en 1950. Je suis allé dans son ashram. Et il est souvent avec moi. C'est-à-dire que véritablement, c'est pour ça que je dis c'est un grand frère. C'est-à-dire que c'est un homme j'ai la photo à la maison.
Mon fils aîné, Amine, a dessiné un portrait magnifique de Ramana Maharshi. Et c'est une présence, c'est une vraie présence. C'est pas un maître, c'est un grand frère. Voilà. Et cette présence m'accompagne parce que quand je suis dans cette compagnie, tout s'apaise. Merci Abdenour. Merci. Gila, moi je peux Merci. partager aussi, même si tu m'as pas posé de Bah, question. bien Si, sûr. si, toi aussi. Vas-y, Benjamin, vas-y. Ah non, mais parce que je veux te partager une phrase qu'un grand frère m'a dit aussi un jour, qui est aussi un sage des temps modernes. Il s'appelle Oxmo Puccino. Donc je le dis quand même. Excuse-moi pour, Je suis encore vivant. pour dévoiler. Mais parce qu'on se connaît un petit peu. Et un jour, j'étais là en train de lui raconter mes malheurs et mes problèmes. Il me dit, écoute, je ne fais plus rien qui peut mettre en péril ma paix intérieure. Et en fait, la manière dont il me l'a dit, j'ai senti que c'était non négociable. Et bien ça, figure-toi que ça m'accompagne. Dès que je fais des trucs qu'en fait, j'ai pas envie de faire ou que je fais à contre-cœur, où je sens que je risque, que j'ai plus à perdre qu'à gagner, je me rappelle de cette phrase de mon grand frère qui dit « Arrête-toi, ta paix intérieure ne vaut pas d'être saccagée par tout ça. » Voilà, pour ma part. Merci infiniment. Merci beaucoup. Enfin, j'aimerais aussi partager peut-être un petit truc. S'il te plaît. Je suis tombée dessus par hasard, hein, vraiment, mais c'est quelque chose que j'ai lu, qui dans la tradition hawaïenne, lorsque une personne est sur le point de traverser le pont pour aller de l'autre côté, on lui dit 4 choses. Et ces 4 choses-là, je me suis dit, pourquoi attendre que la personne s'en aille et pourquoi pas se les dire à nous-mêmes. Donc tu parlais tout à l'heure de moments de silence et à quel point c'était extrêmement précieux. Et ces 4 phrases-là, certaines fois, quand j'ai besoin aussi de prendre du recul et de relativiser aussi, bah, je me les dis et de cette manière, ça me permet aussi d'avoir mon temps calme. Et ces 4 phrases-là, c'est les suivantes. À la personne à qui on dit au revoir, on dit « Je t'aime »,« Merci »,« S'il te plaît, pardonne-moi » et « Je te pardonne ». C'est Ho'oponopono. C'est ça. Tradition hawaïenne. Et à travers juste ces 4-là, et c'est assez simple, on n'a pas besoin de rentrer dans une théorie complètement... C'est très simple, c'est facile d'accès, et en se les répétant juste en tête, ou même en les gardant juste au chaud dans son cœur, ça nous permet de conscientiser le moment et de prendre du recul et juste d'être présent. C'est comme lorsqu'on respire et qu'on inspire, on expire et on se concentre sur sa respiration et tout d'un coup, on réalise qu'on est là, qu'on est présent dans le moment. Ces 4 phrases, elles font ça pour moi. Je sais pas si ça si ça a du sens ce que je dis, mais okay. C'est tout un chemin, c'est des mots forts. Bien sûr, et pourtant c'est si simple. Et surtout à la suite. Non, c'est tout un chemin pour arriver à les ressentir profondément et les dire en même temps, parce que souvent on tombe dans les automatismes qui font perdre la teneur à nos propos. Voilà. Donc oui, c'est très important, oui, bien sûr. Et puis c'est les outils de la paix qu'on cherche. Donc merci Adjila pour ton tips. C'est un petit tips. Abdenour, tu voulais dire quelque chose? Simplement, oui, à nouveau, vraiment insister sur, en vous remerciant, sur le fait de nous conduire ainsi dans nos retranchements intimes. Voilà, parce que pour moi, ça, c'est un vrai facteur de paix. C'est-à-dire quand on arrive encore une fois, à échanger au-delà de ce qu'on échange habituellement, on se rend un grand service les uns aux autres. On crée un espace qui est un vrai espace de fraternité. On se rencontre vraiment. Parce que l'autre nous a dit quelque chose sur lui-même qui est vraiment fondamental. Voilà. Donc comment est-ce que... Et donc vous avez créé là un espace de paix, vraiment. Abdenour, je suis content que tu dis ça, parce que pour être honnête et transparent avec toi et avec vous, la raison d'être du podcast, et on se l'est donné un petit peu avec tous les gens qui ont travaillé avec moi là-dessus, comme ligne directrice, ça a été de dire, en fait,
on ne rentre pas dans quelque chose de formel. En fait, il y a quelque chose d'intime. C'est une discussion entre amis. Parce que c'est là qu'il y a des perles qui sortent. Et je vais même voilà, me confesser presque, mais euh, mon intention de présenter aussi des gens de mondes différents, c'est parce que je travaille dans le milieu du rap et que les discussions les plus profondes et les plus spirituelles que j'ai pu avoir, souvent, c'est avec des rappeurs dont on n'imagine pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le fait que tu le perçoives et que c'est ce qui sorte de notre échange me rend très heureux parce que c'était vraiment notre intention de base. On avait une dernière question. Ah oui, pardon, vas-y. Ouais. C'est la dernière. Elle est un peu symbolique. Oxmo, Abdenour, en votre fort intérieur, est-ce que vous êtes en paix? Moi, je vais vers la paix. Et je suis à une dose de paix qui me ravit déjà. Mais la paix, la paix de tout à chacun dépend de son, de son environnement, de son contexte, de son entourage, de l'état des gens qu'on apprécie, etc. Et en fait, je pense que l'étape d'après, c'est un détachement sans rupture. Voilà, parce que il y a quelque chose que j'apprécie, c'est, je sais pas, c'est la philosophie bouddhiste, c'est la résilience. La résilience, le détachement. Et c'est pas l'abandon. C'est une distance avec les choses qui permet d'avoir assez de recul tout en restant intime, tout en restant proche, tout en restant dans l'univers. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Mais je m'estime assez en paix, en tout cas, et beaucoup plus qu'il y a jadis, beaucoup plus, parce que lorsque j'ai sorti le projet L'Arme de Paix, je n'ai pas eu peur de paraître mièvre, parce que jeune, j'ai longtemps pensé qu'on réglait les problèmes par des problèmes. Et faute de pouvoir imaginer d'autres solutions, j'ai insisté très longtemps à régler des problèmes par des problèmes. Et un jour, épuisé, je me suis dit, il doit y avoir une autre solution. Et on est venu me parler de positivité. Donc, pour moi, c'était très étrange au début. J'ai essayé, comme on essaye un sport, comme on essaye une nouvelle activité. Et tout ce que j'ai reçu a provoqué chez moi une gratitude qui fait que je suis toujours obligé de me reprendre lorsque je m'éloigne de cette voie-là. Voilà. Et c'est ce chemin qui m'a mis sur la direction de la paix. Voilà. Et j'en suis très heureux. Parce que on peut vivre dans un monde où on peut penser que la paix, c'est d'avoir tous ces problèmes réglés. Mais on ne peut pas régler tous ces problèmes. Voilà. Donc, moi, si juste je peux rebondir sur ce que tu as dit, parce que en réécoutant L'Arme de Paix, j'ai l'impression que tu as parlé de ce moment-là précisément. Excuse-moi si j'écorche le texte ou le sens, mais tu dis « J'ai trouvé ma voie quand j'ai voulu tuer quelqu'un. Ben oui. Donc, je suis bien placé pour parler de paix. » Mais je connais le plus haut degré de colère qu'un homme puisse connaître. Donc, je sais exactement de quoi je parle quand je parle de paix. Voilà. Et quand tu dis qu'on a besoin de la guerre pour trouver la paix, tu fais aussi référence à ça. Je fais aussi référence à ça. C'est-à-dire que je connais la valeur exacte de la paix. C'est-à-dire que mon utopie ne me pousse pas à un désir de paix permanent. Mais par contre, le moment de paix, je sais le chérir. Et je sais le partager. Et je sais le rendre mémorable. Du fait qu'un moment de paix que nous avons réussi à fabriquer, on peut en parler dans 5 ans, on peut en parler dans 10 ans, et cette paix ressurgit au moment même où on en parle, comme le jour où nous l'avons fabriquée. Tu peux dire Amen à Abdenour. Amen. Amen. Je pense à un peu une autre image. J'ai l'impression d'être comme un fruit avec un noyau. C'est-à-dire que dans le noyau, à l'intérieur, je peux même pas répondre à ta question. Là, il y a même personne pour répondre à la question « Est-ce que tu es en paix ?»
Après, il y a la pulpe. Après le noyau, il y a la pulpe. Et la pulpe, c'est comme toi, Oxmo, c'est-à-dire, c'est vrai, peut-être avec l'âge, peut-être avec quelque chose qui s'installe progressivement, il y a beaucoup plus de plénitude qu'avant. Voilà. Ça, c'est... Et puis, il y a l'écorce. Et je suis aussi une écorce. Et mon écorce, c'est celle d'un... Je vais employer une formule un peu paradoxale, d'un combattant de la paix. C'est-à-dire, je vis dans le monde de la guerre, c'est-à-dire dans le monde des tensions, des oppositions, des conflits, etc. etc. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais comment être dans ce monde un combattant de la paix ou un pèlerin de paix? Voilà. Mais le pèlerin de paix, il n'est pas en paix. Il marche inlassablement. Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Donc je marche. Et bien, content que ton chemin t'ait mené jusqu'à nous. Bah oui, je suis arrivé un peu en retard. Mais t'es arrivé, c'est l'essentiel. On fait le tour de table? Allez. Allez. Ben donc, on va juste faire un tour de table pour que vous nous disiez ce que vous avez ressenti entre le moment où on est rentré dans le cercle et la fin du cercle. On va bientôt clôturer. Oui. Tu veux commencer, Ox? Quand je discute avec des gens qui me semblent un peu confus, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est être cool, c'est être tranquille et passer des bons moments. C'est tout ce que je veux dans la vie. C'est mon seul projet. Voilà. Mon seul projet, c'est de passer des bons moments. Et je travaille pour y arriver, pour faire en sorte que ça se passe, par ce petit pas de côté, cette façon de relativiser, un peu de détachement de temps en temps, enfin, tous ces petits remèdes. Ce moment correspond exactement à l'idée que je me fais de mon grand projet. C'est-à-dire que je suis entré content de rencontrer tous les participants, de revoir certains techniciens avec qui j'ai bossé, de rencontrer un des producteurs que je connaissais pas. Et je ressors de ce moment encore meilleur que je suis arrivé. Tu vois, j'ai été ému, je vais lire beaucoup de ses livres. Je sens qu'il va y avoir de l'émotion qui va être ressentie au visionnage de ce moment, que ça va être partagé, que ça va faire ressentir ce que nous avons offert. Et j'en suis heureux. Donc, ça correspond à mon projet de vie. Voilà. Trop bien. Je m'en sors mieux que je suis arrivé. Trop bien. Bah, content de l'entendre. Abdeno? Ben, je suis arrivé, j'étais en retard. Mais j'étais comme quand je vais tout le temps à un rendez-vous dans lequel je sais qu'il y a des prises de parole et que voilà, j'étais concentré. Voilà, simplement. C'est vraiment focus. Voilà. Et vous m'avez déconcentré. Et je vous en remercie. C'est-à-dire qu'en fait, vous m'avez détendu. Voilà. Et donc, c'est le sentiment qui s'est installé petit à petit, c'est la confiance, la reconnaissance, la gratitude. Voilà, vraiment merci, mais alors de tout cœur, du fond du cœur. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Merci à vous. Adjila? C'est dur de mettre un mot. Non, bah, gratitude, forcément. Gratitude d'avoir juste déjà créé du lien Uh-huh. et d'être allé à la rencontre de chacun d'entre vous aussi derrière. Je pense que ça se résume à ça. La vie, c'est du lien et des rencontres et ça te façonne. Et là, j'en ressors apaisée, nourrie. Donc, qu'il est bon. Je sais pas si c'est une citation, mais qu'il est bon et doux d'être en compagnie des bien-aimés. Je pense que ça résume parfaitement euh, ce moment. Donc, merci à vous. Merci, Adjila. Merci. Eh ben, ouais, c'était un grand moment. Évidemment, il y avait la pression parce que c'est une première et tout pour nous. Donc, on est arrivé aussi stressé, même si on était à l'heure. Et en fait, je vais vous dire très honnêtement, j'ai l'impression que j'ai un Oxmo intérieur et un Abdeno intérieur et que là, ils se sont rencontrés à l'extérieur et que ça m'apaise beaucoup et que ça me... Je sais pas, je sens un truc d'harmonie là à l'intérieur de moi et je suis très content. Donc, merci à vous. Merci d'avoir répondu présent. Merci. Merci à tous les deux. Merci Oxmo. Merci beaucoup. Alors, comme on a commencé ce cercle, on va le clôturer. On vous propose de terminer cet épisode avec un moment de silence, histoire de méditer, parce que parfois la paix commence là. Voilà.
Eh ben, merci à ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis. Et comme on l'a vu ensemble, la paix, ce n'est pas juste des traités ou des silences forcés. Ça commence en nous, ça se construit avec les autres et ça rayonne sur le monde. Donc j'espère à bientôt pour d'autres épisodes du podcast Parlons paix, parlons bien. Merci. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.